Bonsoir, les préparatifs de la présidentielle d'octobre sont en marche. La Commission électorale nationale indépendante CENI rencontre les ambassadeurs accrédités dans notre pays pour faire le point de l'évolution des travaux. Bientôt un nouveau plan de développement local de 5 ans pour la préfecture de Bofa. Il devrait prendre en compte les investissements et les projets en vue dans la localité. Zoumana Keïta, il est le tout premier guéri d'Ebola en Guinée. Il avait contracté la maladie à travers son fils. Zoumana Keïta a perdu 10 membres de sa famille. Notre reporter Komara Moussa l'a rencontré. Bonsoir. Les 3 pays les plus touchés par Ebola, à savoir la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, demandent à Washington un plan Marshall qui s'élève à 8 milliards de dollars américains pour relancer leurs économies et éradiquer la maladie. Déjà, la Banque mondiale entend mettre à la disposition de ces pays une enveloppe de 650 millions de dollars. Les précisions avec Sanassi Keita, envoyé spécial à Washington. Au centre de ce rendez-vous de Washington, la mise en place d'un nouveau plan de financement par le groupe de la Banque mondiale pour aider la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone à se remettre de la crise d'Ebola. Une occasion mise à profit par Ellen Johnson Sirleaf, porte-parole de ces 3 pays, pour décliner leurs besoins en 2 étapes importantes. Un appui pour la construction des infrastructures sanitaires et une aide budgétaire conséquente pour la relance des économies des 3 pays victimes de l'épidémie. Le groupe de la Banque mondiale s'est donc engagé à fournir une enveloppe supplémentaire d'au moins 650 millions de dollars. Je dois d'abord remercier le président de la Banque mondiale pour avoir organisé cette rencontre avec les autorités des Nations Unies. Je pense que le plus important, c'est que nos 3 pays nous sommes mis d'accord pour avoir un plan régional pour que nos 3 pays qui ont des problèmes soient aidés de façon globale et que nous puissions à la fois arriver à ce niveau-là. Nous-mêmes, nous allons faire des séries d'efforts pour augmenter nos budgets au niveau de la santé, mais surtout augmenter la solidarité pour qu'enfin la région de manœuvre soit un pôle de développement pour l'Afrique de l'Ouest. Ce nouveau financement devrait aider les 3 pays à faire face aux lourdes conséquences économiques et sociales de l'épidémie d'Ebola et leur permettre de poursuivre leurs objectifs de développement sur le long terme. La réunion est très promotrice. La réunion déjà, elle signifie la prise de conscience de la communauté internationale sur le drame qu'ont vécu et que continuent de vivre ces pays de l'Afrique de l'Ouest. Et par conséquent, la volonté de la communauté internationale de les accompagner, bien sûr, pour éradiquer la maladie, mais ensuite pour préparer l'après-Ebola, de sorte à reconstruire les économies et à les mettre au niveau où elles étaient avant Ebola, et ensuite à aller vers la rampe de lancement pour la croissance économique génératrice de bien-être pour l'ensemble des populations. Nous pouvons nous attendre encore à leur accompagnement et à leur soutien, voilà, dans le cadre des efforts de riposte, mais surtout des efforts de relance et résiliation qui s'expriment à travers les différents plans des pays. Les parlementaires guinéens, libériens et sierra-léonais ont eu aussi à dire leur mot au président de la Banque mondiale et à la directrice générale du Fonds monétaire international. Ce qui nous a surtout intéressé en tant que pays victime d'Ebola, c'était de savoir qu'est-ce que ces institutions pouvaient faire pour nous. Alors dans ce cadre-là, nous avons pris l'initiative guinéenne, je dois dire, avec les parlementaires de Libéria et de la Sierra Leone, pour écrire au président de la Banque mondiale et à la directrice générale du Fonds monétaire pour qu'on puisse abandonner les dettes de la Guinée, les dettes des 3 pays. Ces dettes totalisent juste 3,16 milliards de dollars. Je crois que ça va donner un espace budgétaire à tous ces pays pour faire les autres travaux de l'État, notamment la reconstruction du système sanitaire et la croissance économique en général. Avec ce nouvel engagement, le montant total de l'aide financière d'urgence du groupe de la Banque mondiale s'élève à ce jour, selon Jim Kim, à 1,62 milliard de dollars. Le président de la Banque mondiale indique enfin, je cite, « Même si nous travaillons d'arrache-pied pour qu'il n'y ait plus une seule personne contaminée par le virus Ebola, la communauté internationale doit aider la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone à se redresser et à offrir leur population un avenir plus prospère et résilient. » Restons à Washington pour parler de ce plan de relance économique élaboré par les 3 pays touchés par Ebola. Un plan qui prend en compte tous les aspects liés au développement socio-économique de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone. Explication Mamadi Gassama depuis Washington.
À l'image de la Sierra Leone et du Libéria, en Guinée, l'épidémie d'Ebola a eu des conséquences tant sur le plan économique que social. Tenant compte de ces réalités, les 3 pays affectés par la maladie ont mis en place un plan de relance économique. Ce plan de relance prend en compte l'ensemble des aspects liés au développement socio-économique des pays affectés. Cette rencontre qui se tient en prélude de l'Assemblée de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale est une opportunité de présenter le nouveau plan de relance économique aux partenaires techniques et financiers. On aide les pays aussi à mieux se préparer pour la reprise post-Ebola. Et je pense qu'au regard de la qualité du plan qui a été préparé, on peut être optimiste en ce qui concerne la mobilisation. Pour le cas spécifique de la Guinée, le nouveau plan de relance s'articule autour de 3 grands objectifs. Il s'agit notamment de renforcer la résilience des pays pour prévenir toute réapparition du virus, de permettre aux pays de corriger les effets de la crise Ebola, mais aussi préserver les acquis du passé et jeter les bases pour poursuivre la trajectoire du développement court, moyen et long terme. La prise en compte de ce plan de relance économique devrait donc permettre de restaurer les moyens de subsistance, mais aussi préserver la stabilité macroéconomique à travers les investissements. À Conakry, les préparatifs de la présidentielle d'octobre prochain sont en marche. C'est dans ce cadre que la CENI a rencontré les ambassadeurs accrédités dans notre pays. Il s'agissait de faire le point de l'évolution des travaux. Explication, Seydou Diallo. Ce sont des ambassadeurs, mais également des partenaires techniques et financiers de la Guinée. Ils suivent ce samedi la présentation des activités de la CENI. L'inversion du calendrier électoral est le premier sujet abordé. Sur ce point, les commissaires parlent d'une exigence de la loi. Aujourd'hui, dans le modèle qui est le nôtre, apparaît comme un délai obligatoire. J'allais dire que c'est un principe erga omnes. Ce principe a un fondement juridique. Il tire son origine dans la lecture et l'interprétation de l'article 28 de la Constitution. Cet article est extrêmement important car elle entraîne pour la CENI une double obligation. La première obligation de cet article, c'est que un délai, une procédure est fixée et la CENI ne peut pas du tout faire abstraction. En ce sens que la Constitution oblige la CENI à organiser le premier tour de l'élection présidentielle selon 2 hypothèses, l'hypothèse haute et l'hypothèse basse. Dans l'une ou l'autre cas, elle dispose de 90 jours, soit 3 mois, c'est le délai le plus long, ou de 60 jours, l'hypothèse basse, qui est le délai minimum pour organiser l'élection du président de la République. Des explications fournies sur les résultats du programme de mise en place des démembrements aux ambassadeurs démontrent l'implication de tous les acteurs dans les 305 CESPI, 33 CEPI et 5 CECI que compte le pays. Leur rôle est un rôle à la fois de recevoir les citoyens et de créer ce qu'on appelle l'inclusion. Surtout de travailler sur l'exhaustivité des listes locales. Donc qu'il n'y ait pas de secteur omis, qu'il n'y ait pas de quartier omis, qu'il n'y ait pas de district omis. Il appartient au CARL de rassurer sur la bonne couverture du recensement. Les données donc collectées au niveau des kits vont être exportées, comme j'ai dit, le deuxième niveau, au niveau intermédiaire, vers des serveurs dits régionaux. Cette exportation se fera au moyen de clés USB, mais il faut savoir que les données exportées sont cryptées. Dans les jours à venir, l'institution compte donc engager la révision des listes électorales. L'opération prévue dans l'article 19 du Code électoral sera exécutée conjointement avec Gemalto. L'opérateur français envisage de déployer plus de 2300 kits, 5000 techniciens de saisie et 500 superviseurs pour couvrir toute l'opération. Le sénateur français André Frassa a récemment visité l'Assemblée nationale guinéenne. Les échanges entre les représentants des 2 institutions ont essentiellement porté sur les pistes à frayer pour la bonne collaboration entre Parlement français et guinéen. Compte rendu Robert Siditono.
En séjour de travail à Conakry, le sénateur français Christophe-André Frassa vient visiter et échanger sur les pratiques entre Parlement français et guinéen. La démarche permet de frayer le chemin de la bonne collaboration entre les deux institutions. La Guinée a maintenant une assemblée nationale élue démocratiquement, et elle a un parlement qui travaille, donc nous sommes là pour nous entraider. C'est là aussi une mission des groupes d'amitié parlementaires, c'est de s'entraider, de s'épauler, et c'est bien naturel que nous cheminions maintenant ensemble entre nos deux parlements. Le président de l'Assemblée nationale guinéenne, l'honorable Claude Korikondiano, a salué la démarche. Nous allons continuer à maintenir le contact avec le Parlement français, qui est un Parlement bicaméral. Depuis 2011, le Parlement français est constamment à l'Assemblée nationale. Nous sommes déjà en étroite coopération qui a permis à l'Assemblée nationale guinéenne d'obtenir beaucoup de choses de la part de la coopération française. En dépit de cette visite à l'Assemblée nationale guinéenne, André Frassa promet d'appuyer le Parlement guinéen auprès du Palais de Bourbon de Paris en vue de jouer pleinement son rôle. Vers l'unification du fichier de gestion administrative et du fichier solde du budget, des informaticiens chargés d'harmoniser les données sont en formation. Plus de 150 agents de la fonction publique et du budget sont concernés. Le point avec Baba Kouyaté. Depuis plusieurs années, le ministère de la fonction publique rencontre des difficultés dans la gestion de l'état de salaire des fonctionnaires. Une réalité qui s'explique par le manque d'interconnexion entre le fichier de gestion administrative de la fonction publique et le fichier solde du ministère délégué au budget. D'où cette formation des techniciens des deux directions en outils informatiques pour une meilleure harmonisation des données. Et notre formation entre dans ce cadre pour que chacun de ce personnel puisse avoir la main pour pouvoir travailler correctement, pour qu'il n'y ait plus un transfert sur clé du fichier de la fonction publique vers celui du budget, mais que les deux services soient interconnectés et que le travail se fasse en ligne. Si on veut avoir l'unicité, il faut avoir un fichier unique. Et cette formation d'aujourd'hui prépare ceux qui feront cette unicité, ceux qui auront l'œil sur les effectifs de l'administration guinéenne, d'une part, et ceux qui géreront les finances venant du gouvernement guinéen, d'autre part. Parce que dans l'administration, il faut la formule d'équation, un fonctionnaire, un salaire. Cette uniformisation des données du fichier solde des fonctionnaires est une étape importante avant la publication des résultats définitifs issus du recensement biométrique des agents de l'État. L'opération s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme de réforme de l'État et de la modernisation de l'administration. Il y aura l'harmonisation des deux fichiers, ensuite l'intégration des données et une forte sécurisation de ces fichiers, avec un système de sauvegarde très développé. Donc nous estimons que après cette formation, la gestion des fichiers aura connu une grande performance en termes de fiabilité des données. Pendant 2 mois, 150 cadres informaticiens de la fonction publique et du budget vont être outillés sur la gestion sécurisée des salaires des fonctionnaires et contractuels de l'administration publique. L'Association des journalistes pour le développement durable a procédé ce week-end au lancement de ses activités à la Maison de la Presse. Plusieurs points ont été détaillés sur le développement durable, l'équité sociale et la protection de l'environnement. C'était en présence de quelques membres du gouvernement. Compte rendu, Mohamed Kourouma. Comment amener les journalistes à s'investir sur les questions liées au développement durable en Guinée? Voilà l'objectif de cette conférence de presse au cours de laquelle l'Association des journalistes pour le développement durable a procédé au lancement de ses activités. Dans son discours, le président de l'AJDD a fait état aux questions liées à l'équité sociale, à la qualité environnementale et à la diversité culturelle. Nous sommes une association de journalistes conscients des problèmes qui existent dans le pays. Nous interpellons les journalistes à s'intéresser à des questions d'environnement, à des questions de changement climatique, à des questions de citoyenneté.
Nous sommes conscients qu'il faudrait du chemin et nous mettons à notre disposition un plan d'action cohérent, élaboré, qui concourt dans ce sens, qui va formation des journalistes à la sensibilisation, en passant par le plaidoyer et l'organisation événementielle. Présents à la cérémonie, les membres du gouvernement ont réitéré leur engagement à soutenir l'association dans l'atteinte de son objectif. Il y a des choses aussi extrêmement importantes dans la société, telles que le développement durable. Nos journalistes doivent s'intéresser à cela parce que la population a besoin de savoir ce qu'on peut faire pour elle, pour la survie de notre société et de notre nation. Nous sommes très fiers de voir cette chose ici dans cette salle, de faire le miroir de la société guinéenne, de parler des choses aussi importantes pour le développement. Je voudrais vous exprimer toute ma disponibilité et celle de mon département à vous accompagner pour la réussite de votre mission que je trouve difficile mais exaltante. Vous encourager et vous inviter à la persévérance dans un esprit d'échange inclusif, de transparence et de cohésion pour la réussite et le bonheur de l'association des journalistes et développement durable. L'AJDD est une association à but non lucratif et elle compte élargir très prochainement ses activités sur toute l'étendue du territoire. Une blague pour sauver des vies. La préfecture de Bofa veut se doter d'un nouveau plan de développement local pour 5 ans. Il devrait prendre en compte les investissements et les projets en vue dans la localité. Le but est d'améliorer les conditions de vie des populations. Le projet est piloté par la coopération française à travers la Charente-Maritime. Reportage Tchernos Mandialo. Depuis 2011, Bofa n'a toujours pas de plan de développement local. Le document de planification des investissements nécessaires au bon fonctionnement de la localité. Les responsables communaux veulent enfin sortir de cette situation qui les a longtemps conduits dans un pilotage à vue de leur économie. Le processus est enclenché après de multiples démarches. Dans un semestre, ils auront consigné dans un document la marche à suivre pour accélérer le développement de leur localité. On a l'habitude d'élaborer des plans depuis les années 99. Il y a eu des approches qui ont été harmonisées. Nous sommes arrivés à une deuxième génération et la spécificité de cette deuxième génération, nous prendrons en compte les questions de genre, les questions d'emploi des jeunes, les questions environnementales, les questions de changement climatique et en tout cas des aspects qui n'avaient pas été pris en compte. Pour l'élaboration du nouveau plan de développement local de Bofa, des réunions seront organisées plusieurs jours durant au sein des différentes communautés à la base. Chacune d'elles va exprimer ses besoins prioritaires. Les responsables communaux seront ensuite invités à effectuer un voyage d'études en Haute-Guinée pour s'inspirer du modèle de planification soutenu par le programme de développement local en Guinée. Il est important aujourd'hui pour cette équipe communale, pour la ville de Bofa dans son ensemble, d'avoir une réelle stratégie sur la manière dont Bofa doit se développer. C'est un document qui sera un document à vendre pour le maire finalement. Il pourra aller voir n'importe quel partenaire, aller voir les bailleurs de fonds, aller voir la présidence, les ministères, n'importe qui veut bien aider la commune urbaine de Bofa. Il pourra aller leur présenter ce document en leur disant voilà quelles sont les priorités de Bofa et voilà sur quoi on vous demande un appui. Le nouveau plan de développement local de Bofa devrait identifier les actions à mener dans les 5 années à venir. La valorisation des sites touristiques pourrait occuper une place de choix dans ce plan. Les travaux de construction de la route Kouroussa-Dabola avancent à grands pas, surtout à l'approche des grandes pluies. Le chantier est géré par la société Guiter, qui vient d'ailleurs de renforcer ses capacités logistiques en se dotant de nouveaux équipements. Reportage Yaya Silla. La Guinéenne de terrassement Guiter SA renforce ses capacités logistiques. Évoluant actuellement sur plusieurs chantiers d'infrastructures routières, notamment Kankam-Diana et sur le tronçon Kouroussa-Dabola, la Guinéenne de terrassement s'est dotée de plusieurs matériels roulants en provenance de l'Allemagne. Tout le mois, là, pratiquement jusqu'au mois prochain, vous allez assister à l'arrivée des autres camions. Et il y a au moins 65 camions qui sont en cours en ce moment qu'on achemine vers Conakry.
Guiter est une entreprise qui existe depuis 26 ans et on continue à développer nos activités. Le PDG a décidé de renouveler les engins et servir la population guinéenne. Des camions bennes de 22 mètres cubes, des tracteurs et 4 Porsche en provenance de l'Allemagne. Destination Conakry pour l'entreprise guinéenne de terrassement Guiter-SA. Dans ce lot s'ajoute une centrale d'enrobage avec une capacité de production de plus de 190 tonnes d'enrobés par heure, ainsi que des citernes. Avec ces équipements dont le coût d'investissement s'élève à plus de 10 millions de dollars, Guiter-SA a l'ambition de répondre à toutes les sollicitations en matière d'infrastructures routières, tant qu'au niveau national que régional. Zoumana Keïta, il est le tout premier guéri d'Ebola en Guinée. Il avait contracté la maladie à travers son fils aîné. Zoumana Keïta a perdu 10 membres de sa famille. Il vit aujourd'hui sous le choc malgré l'apport du gouvernement et ses partenaires. Le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture en mission dans la localité de Macenta lui a rendu visite. Reportage Komara Moussa. Vivant, son nom est dans la légende. À 67 ans, Zoumana Keïta est considéré comme le premier guéri d'Ebola. À Macenta, sa vie est devenue une légende connue de tous et qui est comptée aux étrangers. L'homme vit seul, ses 2 femmes et enfants ainsi que 6 autres membres de la famille sont morts d'Ebola. C'est son fils aîné, conducteur de moto-taxi, qui avait contracté le virus de tragédie. De toute la famille, Zoumana est le seul à survivre de la maladie. Après 28 jours à l'hôpital, il sera accueilli en héros par la ville, mais non sans méfiance. En ville ici, je remercie Dieu. C'est maintenant que mes voisins commencent à m'approcher. Quand ma femme préparait, personne ne mangeait. Je suis tailleur de profession, mais je l'ai abandonné parce que les gens ne m'osent pas. Sans affection familiale, Zoumana Keïta apprend à mener une nouvelle vie. Il est réconforté par l'assistance que les autorités et les partenaires lui apportent. À l'hôpital, par exemple, la consultation et les médicaments sont gratuits pour se guérir d'Ebola. Il en est de même pour la nourriture. Le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture est venu lui témoigner de la solidarité du gouvernement et demander aux populations de ne pas le rejeter. Je voudrais appeler la population de Macenta, de toute la Guinée entière, que les personnes guéries d'Ebola ne sont pas des personnes à rejeter. Ce sont des personnes qui peuvent nous aider d'ailleurs à entretenir d'éventuels malades d'Ebola. Nous devons plutôt les approcher pour essayer de remonter leur morale. Dans la préfecture de Macenta, 718 cas d'Ebola ont été confirmés, dont 508 décès. Comme Zoumana, 188 personnes sont sorties guéries d'Ebola dans les centres de traitement. Depuis le 23 février dernier, aucun cas n'est signalé ici. Mais la préfecture reste sur ses gardes. Le centre de traitement est actuellement vide depuis maintenant plus de 2 mois. Et notre activité est actuellement orientée vers la surveillance, le renforcement de la surveillance épidémiologique. Et donc la sensibilisation de la population et surtout la relance du système de santé, parce que le système de santé a été fortement éprouvé par cette épidémie. Il y a eu une crise de confiance entre la population et les services de santé. L'utilisation des services de fréquentation a fortement baissé. Il s'agit de redonner confiance à la population. Après le changement de comportement, le virus a disparu, mais les séquelles et les traumatismes causés resteront longtemps. Avant de refermer cette édition, je reçois sur ce plateau le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, M. Khalifa Gassama Diaby. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur le ministre, sous quel prisme les droits de l'homme en Guinée sont-ils perçus à Genève? Je rappelle que vous rentrez d'une mission à Genève qui a réuni une dizaine de pays dans ce pays. Écoutez, je vous remercie. La réunion de Genève implique notre pays parce que, je le rappelle à nos concitoyens, que nous avons aussi des engagements vis-à-vis de la communauté internationale. Nous avons été à Genève pour présenter la situation des droits de l'homme dans notre pays, expliquer quels sont nos défis, les enjeux liés aux questions des droits de l'homme. Nos partenaires et les pays amis comprennent les complexités de la situation, mais aussi nous rappellent à notre devoir pour faire face à tous ces enjeux
parce que, et tout le monde le sait, nous avons des réels problèmes de droits de l'homme dans notre pays pour des raisons culturelles, des raisons politiques, mais aussi des raisons sociologiques. Il faut affronter ces défis avec beaucoup de détermination. Pour revenir en arrière, Monsieur le ministre, quelle appréciation personnelle faites-vous de la situation des droits de l'homme en Guinée? Je le disais tout à l'heure, je crois que c'est un défi considérable. Nous avons un pays qui n'a pas d'expérience historique en matière de droits de l'homme. Nous avons une situation sociologique, culturelle et politique qui ne favorise pas des politiques pérennes en matière de droits de l'homme, soit en matière d'éducation, de formation, mais aussi de lutte contre l'impunité. Il faut que nos compatriotes soient conscients du fait qu'on ne peut pas prétendre à une société de justice et de liberté si l'ensemble de la société n'intègre pas l'idée qu'il faille travailler pour instaurer les droits de l'homme dans notre pays. Ensemble, ensemble. Comment se présente le tableau de la situation sociopolitique en Guinée? Il y a un déficit de dialogue, il y a un déficit de compréhension, il y a aussi un déficit de responsabilité. C'est-à-dire, je crois qu'il faut que nous comprenions dans notre pays que c'est la force de la vérité qui doit être l'argument des différents acteurs. Nous devons renoncer à la violence parce que la violence, quelle que soit la forme par laquelle elle est exprimée, est l'expression d'un échec pour notre pays. Elle entraîne toujours des conséquences. Des conséquences humaines considérables, des conséquences politiques. Nous devons, tous les acteurs, être conscients du fait que, en mettant ce pays dans une impasse, en usant de la violence, quels que soient les auteurs de ces violences, nous continuons à accentuer la déchirure sociale dans ce pays. Et il faut que les différents acteurs soient responsables et comprennent que pour construire la démocratie, nous avons besoin et de détermination, de patience, mais sans indifférence aux violations des droits de l'homme qui peuvent être commises ici et là. Monsieur le ministre, à 48 heures de lundi, quel message avez-vous à lancer à la classe politique? En tant que ministre des droits de l'homme, je suis extrêmement préoccupé par la récurrence de la violence dans notre pays, par les propos belliqueux, haineux, exclusifs, discriminants, frustrants. Il faut que les responsables à tous les niveaux et les différents acteurs comprennent que l'ensemble de nos concitoyens attendent autre chose d'eux que de leur mener pieds et mains liés dans une impasse mortifère qui fait des victimes, qui endeuille les familles, qui les attriste et qui les chagrine. L'appel que je veux lancer, c'est de dire aux différents acteurs que nous avons la responsabilité politique, morale, d'éviter à ce pays un désordre qui pourrait être mortifère pour notre pays. Je demande à l'opposition de renoncer aux manifestations qui, de par l'expérience, ne peuvent plus être considérées comme des manifestations pacifiques, parce qu'elles engendrent la violence, soit de la part des manifestants, il faut le dire, soit de la part des forces de l'ordre. Et je dis que la justice et l'État doivent être fermes vis-à-vis de tous les auteurs de violence, qu'ils soient manifestants ou qu'ils soient forces de l'ordre. C'est seulement en appliquant la loi de façon égalitaire, avec un souci juste de la justice, qu'on pourrait préserver à notre pays le désordre, le chaos et permettre à nos concitoyens de vivre dans un esprit de fraternité. Nous en avons besoin. Nous avons besoin aussi de ne pas être indifférents aux souffrances que ces violences amènent dans les familles. L'État doit être ferme, mais nous devons aller vers le dialogue, parce que c'est le dialogue qui nous amène vers la démocratie. Est-ce que les dispositions sont prises au niveau du gouvernement pour encadrer cette marche du lundi? Écoutez, c'est de la responsabilité du gouvernement de prendre toutes les dispositions utiles et nécessaires, surtout pour éviter que l'ordre public ne soit pas détérioré, pour permettre à nos concitoyens de jouir de leurs droits, de leur liberté et faire en sorte que lorsqu'il y a violation, la justice soit rendue à l'ensemble des victimes de ces violations, quelle que soit par ailleurs leur opinion, leur situation sociologique et leur positionnement. C'est extrêmement important. Je dis, et c'est l'appel, et je voudrais lancer un appel ferme, humble et respectueux vis-à-vis de l'opposition, vis-à-vis de la mouvance, vis-à-vis du gouvernement, le gouvernement auquel moi-même je fais partie. Il faudrait qu'on cesse de jouer avec le feu
dans ce pays. Nos concitoyens sont fatigués, ils sont apeurés, ils sont las de constater que nous sommes incapables de régler les problèmes qui pourtant ont des solutions, mais les solutions ne se trouvent que dans le dialogue et qu'on cesse de faire subir aux concitoyens guinéens par la violence qui vient de toutes parts la tristesse et le chagrin dans les foyers. Ça suffit comme ça. Il faut qu'on aille autour de la table du dialogue et de la négociation, puisque c'est par la parole, l'échange et la discussion qu'on pourrait régler les problèmes de ce pays. Merci, monsieur le ministre. Merci à vous. Je rappelle que je recevais sur ce plateau monsieur Khalifa Gassama Diaby, ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques. Merci, monsieur le ministre, d'avoir été mon invité ce soir. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. À demain.